Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier webinaire parce que nous n'avions jamais pris le temps de le faire de l'Observatoire régional climat-énergie Occitanie pour vous présenter la mise à jour des chiffres clés de l'énergie et des gaz à effet de serre en Occitanie, donc l'édition 2024, décembre 2024, qu'on vous présente en 2025. Ce webinaire est court. Et il va durer de midi à midi 45. Je t'invite à passer la slide d'après. Je suis sûre que vous êtes tous avides des chiffres et de la présentation que va nous faire Sébastien. Alors bonjour à tous, donc je vais commencer par rapidement me présenter. Je m'appelle Sébastien Crouzet et je suis depuis juillet dernier le responsable de l'Observatoire régional énergie-climat d'Occitanie, donc qu'on appelle Orcéo, qui est l'entité qui a produit le rapport à la base de cette présentation et qu'on vous présente aujourd'hui. Donc l'Orcéo, il est piloté par la région, l'ADEME et la Doréal, et il est animé par la REC Occitanie. Donc, l'Orcéo, c'est avant tout un outil d'observation qui va viser à faciliter le diagnostic des enjeux énergie-climat aux échelles régionales et territoriales et permettre aux acteurs publics de définir leur stratégie d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Ça, c'est son rôle premier, mais il va aussi servir à la région comme outil de suivi de la trajectoire REPOS et aussi faire vivre la communauté d'acteurs partenaires. Ils s'intègrent l'Orcéo dans un écosystème qui est donc animé par la REC et constitué donc de l'Orcéo pour la production des données, de Terristory pour la consultation par les collectivités de leur profil énergie-climat et le pilotage de leur stratégie, et de Toten, le réseau pour animer le réseau entre collectivités. Donc, on va rentrer au cœur du sujet. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour vous présenter l'édition 2024 des chiffres clés de l'énergie et des gaz à effet de serre en Occitanie. Donc c'est un rapport annuel qui est issu du travail de l'Orcéo et qui est publié chaque année en décembre. Donc dans cette plaquette, comme on l'appelle, on y retranscrit le travail de l'Orcéo qui s'organise sur les 4 grands indicateurs au sens large de la transition, que sont la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la production d'énergie renouvelable et depuis 2 ans aussi les impacts du changement climatique sur la région. Et donc c'est par ce dernier élément que nous allons commencer en nous intéressant à la TRAC publiée par l'État récemment et qui est basée sur des projections réalisées par Météo France et sur lesquelles l'Orcéo a travaillé dès l'année dernière afin de les décliner régionalement. Donc la TRAC, c'est la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. Donc Météo France a produit des données qui sont généralement retranscrites à l'échelle de la France. Nous, on avait commencé à faire le travail sur l'Occitanie, donc à la fois au niveau des températures et des jours de sécheresse. Donc c'est des informations que vous pouvez voir dans la plaquette sur le fait que, par exemple, l'Occitanie se réchauffe sensiblement moins que la France, mais tout de même plus que l'échelle mondiale par rapport aux 4 degrés, et que cette augmentation des températures sera particulièrement exacerbée sur les périodes estivales. Euh, donc il y a plein d'infos comme ça que vous pouvez retrouver désormais disponibles à l'échelle communale dans Terristory. Et c'est une illustration ici de ce qu'on peut voir dans Terristory, par exemple. Donc, on a vraiment décliné les données de façon à pouvoir, à l'échelle de chaque territoire, voir les prévisions de cette trajectoire par Météo France. Et donc ce travail, il a aussi donné lieu justement il y a 2 jours, mardi, à la première publication de l'Orcéo pour une nouvelle série qui se passe du coup sur LinkedIn, une série qu'on appelle L'œil de l'Orcéo, et dans laquelle on a été beaucoup plus dans le détail que ce dont je vais parler aujourd'hui, avec toutes les données qu'on a collectées depuis plusieurs années et traitées de façon à les illustrer à l'échelle occitane et des territoires. Donc, je vous invite à aller vous abonner à la page de la REC Occitanie pour pouvoir être au courant des nouvelles publications de l'œil de l'Orcéo. Donc, au-delà de la dimension des impacts du changement climatique, le cœur historique de l'Orcéo, c'était le travail sur les consommations d'énergie, la production d'énergie renouvelable et les émissions de GES, de gaz à effet de serre résultantes.
Donc ici, ça va être le plan d'aujourd'hui. On va traiter chacune au fur et à mesure. Et donc, on va commencer par la consommation d'énergie. Et avant ça, je vais donner le cadre, qui est en fait le cadre qui nous est donné par la politique régionale, qui est celui de la trajectoire région à énergie positive. Et donc, l'Orcéo a vocation à suivre cette trajectoire de région à énergie positive. Et donc, tout simplement, l'objectif de cette région à énergie positive, c'est de faire correspondre la production d'énergie renouvelable, qui est la petite ligne rouge en bas, qui monte jusqu'à 31,8 TWh, et la courbe de consommation, donc qui est la courbe rouge foncé en haut, qui descend en 2022 à 126,5 TWh. Et donc, en fait, on voit au milieu l'objectif REPOS qui est situé autour de 80 TWh, où en fait, il faudrait à terme, donc d'ici 2050, selon l'objectif, donc avoir augmenté la production d'énergie renouvelable et faire descendre celle de la consommation. Une autre façon de le regarder, c'est de diviser l'un par l'autre, afin de voir qu'il y a une progression qui est quand même significative depuis 2008 sur cet axe. Et donc, on voit aujourd'hui qu'on est à 25% sur ce ratio. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire et il y a probablement à accélérer, mais on est dans la bonne direction. Si on regarde par grands indicateurs, justement le pourcentage d'avancement sur cet objectif REPOS. Alors ici, on l'a figuré avec des piles, et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le 100%, c'est l'objectif REPOS à 2030 et pas 2050, parce qu'on trouvait ça intéressant de déjà évaluer où nous en étions sur cet objectif qui est très rapproché, 2030, c'est dans 5 ans. Par rapport à la trajectoire. Et donc, vous avez à gauche la consommation d'énergie, au milieu les émissions de gaz à effet de serre et à droite la production d'énergie renouvelable. Et vous voyez que, par exemple, je ne vais pas tout détailler, mais pour la consommation d'énergie, en gros, ce qu'il était prévu dans la trajectoire, c'était d'être à 45% de baisse de consommation en 2022. Et pour l'instant, on est seulement à 9% de l'objectif. Donc il y a un reste à faire, qui est ici en rose foncé, enfin en rose clair, qui est relativement important pour les consommations d'énergie. Et c'est sûrement là qu'il y a encore le plus gros effort à faire. Pour les émissions de GES, grâce à un mix énergétique qui est plutôt décarboné au niveau de l'électricité, on est déjà on est dans l'objectif. Et sur la production d'ENR, on est sensiblement proche de l'objectif, vu qu'on est à 33% réalisé, alors qu'on devrait être en 2023 à 39%. Une petite précision, vous voyez ici que pour la consommation d'énergie, j'ai mentionné 2022, pour la production 2023. Donc on est ici dans notre millésime ou édition 2024 de la plaquette. Et donc c'est un peu c'est le standard pour nous, c'est qu'on a toujours 1 an de décalage pour la production et 2 ans de décalage pour la consommation. C'est une histoire de sources de données qui ont un certain décalage et qui fait que pour publier les données au plus proche, on a choisi ce schéma-là. Donc ça, c'est pour vraiment l'image générale. Si on regarde un peu plus précisément sur la consommation d'énergie, et donc ici, je vais me focaliser aujourd'hui, vu qu'on est dans un temps limité, sur un secteur d'activité qui est le plus consommateur, qui est celui des transports. Mais dans la plaquette, on analyse les 5 grands secteurs d'activité, que sont les transports, l'agriculture, l'industrie, le résidentiel et le tertiaire. Et donc, encore une fois, pour rentrer un peu plus dans les détails, on voit ici la courbe d'évolution des consommations d'énergie, donc toujours en térawattheure. Donc ici, on remonte encore plus loin, hein, donc c'est juste depuis 1990, et on le voit pour chaque secteur d'activité, avec en gris tout en haut les transports et ensuite en bleu le résidentiel. Donc on voit que c'est vraiment ces deux secteurs qui sont les plus consommateurs d'énergie en Occitanie. On ne sait pas vrai qu'en Occitanie, hein, c'est la même chose dans toutes les régions françaises. Mais en Occitanie, en tout cas, c'est ça les chiffres qu'on a. Et donc on voit ici, donc par exemple, on voit bien l'effet sur les transports autour de 2020 de la crise Covid. Et on voit aussi quelque chose qui est relativement intéressant, qui est que la courbe, si on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de grande descente amorcée, il n'y a pas eu de reprise ascendante après le Covid des transports. On est plutôt sur une légère descente. Euh, mais donc voilà, ça permet à la fois de bien se rendre compte de la hiérarchie entre de consommation entre les différents secteurs, et aussi des dynamiques d'évolution qui sont pour certaines baissières, comme celle de l'industrie en Occitanie.
un autre angle pour regarder ça, c'est aussi donc en état des lieux. Donc là, on prend les consommations en 2022, donc sur une année donnée. Donc vous avez à droite, on retrouve les 5 secteurs d'activité avec en gros la taille de la case transport routier qui correspond à la hauteur de la courbe avant. Donc c'est vraiment plus on est gros, plus on a des consommations. Et en fait, ici, on le lie aux vecteurs énergétiques qui sont cause de cette consommation. Et c'est une analyse qui est particulièrement intéressante parce que ça permet de voir que des domaines comme le résidentiel, l'industrie et le tertiaire ont une certaine diversité sur les vecteurs qu'ils utilisent et qu'en fait, les transports routiers, en plus d'être très gros consommateurs, ils reposent en très très grande partie, comme on le voit très bien ici, sur les produits pétroliers. Et que comme vous le savez probablement, ces produits pétroliers, c'est une source d'énergie, enfin c'est un vecteur d'énergie qui est très carboné. Et ça va résulter justement sur la deuxième étape d'analyse en regardant un peu plus dans le détail. Donc, c'est de voir que parmi ces produits pétroliers, il y a très principalement du gasoil et de l'essence. Donc, on reste dans deux sources de toute façon très carbonées. Et donc, ça nous amène aux émissions de gaz à effet de serre qui, malgré une consommation d'électricité en hausse dans le transport, parce qu'il y a de plus en plus, notamment de voitures électriques, donc cette consommation, elle est de plus 62% et elle résulte à 60 gigawattheures en 2022. Mais comme on le voit sur cette courbe, ça reste encore très faible par rapport au transport routier, par rapport aux consommations de produits pétroliers qui restent très très carbonés et résultent dans des émissions de 11,6 mégatonnes équivalent CO2. Et donc dans la plaquette cette année, on a aussi rebondi sur une étude récente du SDES, dont les auteurs sont notamment Aurélien Bigot, qui est relativement connu dans le domaine des changements de mobilité, afin aussi d'évoquer les leviers de décarbonation justement de ces transports, parce que comme on le voit, il y a à la fois une source d'énergie qui est très produit pétrolier, mais il y aurait aussi probablement des changements dans les usages qui pourraient permettre de réduire le nombre de trajets, par exemple, ou de réduire la distance des trajets. Et donc ici, on a rebondi sur ça pour illustrer le fait que la priorité, c'était la décarbonation des trajets de 10 à 100 km. Donc c'est pas un graphique très facile à lire, mais ce qu'on voit ici, c'est que, j'espère que vous voyez ma souris, mais le gros rond au milieu des émissions de CO2, ça symbolise qu'en fait les trajets de 10 à 100 km, même s'ils ne correspondent qu'à 27% des trajets, ils correspondent à presque 50% des émissions de CO2 et que surtout ils se font beaucoup en voiture, qui est le rose foncé ici, et en voiture thermique. Donc du coup, c'est vraiment là qu'il y a un énorme levier de progression, c'est de réduire les trajets de 10 à 100 km en voiture. Donc on propose quelques leviers d'action qui sont relativement standards ici. Donc voilà, donc je vous invite à aller plonger dans cette étude ou à minima dans notre transcription dans la plaquette. Donc si on reste sur les différents secteurs d'activité, un autre fait qui était assez important, c'est qu'on voit que pour le transport routier, qui est ici en haut en gris, la majorité des émissions sont des émissions d'origine énergétique. Donc c'est l'énergie consommée par notamment l'automobile via les produits pétroliers qui va émettre des CO2. Un autre poste d'émission qui est très très important en Occitanie, c'est l'agriculture, avec 20%, 28% des émissions. Mais ce qui est un peu moins direct avec l'agriculture, c'est que il y a assez peu de consommation énergétique de l'agriculture. Par contre, il y a énormément, la plus grande part du CO2 vient d'émissions non énergétiques, notamment par les engrais. Donc ça, c'est un autre angle à garder en tête, c'est que l'énergie ne fait pas tout pour les émissions de CO2. Il y a aussi d'autres composantes qui peuvent rentrer en jeu, notamment pour l'agriculture. Je vais passer maintenant à la production d'énergie renouvelable. Donc ici, on a trois grandes Juste un instant, Sébastien, le filières. Ouais. partage a sauté, je pense. Donc, je t'invite à le réactiver Ah, là où tu es. d'accord. On ne voit plus les slides. D'accord.
bah, je vais recommencer, partager. Tu me dis, Oui, Florence, quand c'est on y revenu. est et on Ok, est page 23. nickel. Voilà, C'est le bon, petit nickel. 23 en bas. Mm. Très bien. Ok, donc on a ici trois grands secteurs de production, donc l'électricité, la chaleur et le biogaz. Donc on va les prendre un par un. On va commencer par l'électricité. Euh, et donc déjà, une première info qui est intéressante, c'est de regarder le mix de production électrique occitan en 2023. Donc ici, donc c'est vraiment en 2023, donc c'est assez particulier parce qu'il y avait, comme on le voit ici, donc en gris, en particulier ici, on ajoute le nucléaire pour se faire une idée de la part de la centrale de Golfech justement dans ce mix de production électrique de l'Occitanie. Et donc ici, cette année, on est sur une production qui a été principalement grâce à l'hydraulique, du fait justement de la plus faible production que d'habitude du nucléaire, qui reste à 20%. On a le solaire PV qui est à presque 20%, etc., etc. Donc ça donne, c'est une idée importante à avoir en tête de mix pour savoir quelles sont les énergies qui sont les plus utilisées pour produire l'électricité en Occitanie. Donc on peut regarder justement toujours avec cette déclinaison en pile et en pourcentage d'avancement sur la trajectoire REPOS. Donc ici en se focalisant sur la production d'électricité renouvelable et voir que donc on est à 18% d'accomplissement par rapport à cet objectif, alors qu'on devrait être à 48% selon l'objectif REPOS en 2023. Donc il y a un certain retard qui a été pris depuis quelques années sur la production électrique renouvelable. On va regarder plus en détail. Donc la photo aérienne, on va dire de loin, sur le photovoltaïque, l'éolien et les bioénergies, c'est les courbes qu'on a actuellement depuis 2008, donc avec en jaune le photovoltaïque, en bleu l'éolien et en vert les bioénergies. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une courbe qui est très ascendante pour le photovoltaïque. On y reviendra un peu plus tard, et qui est plutôt positive pour l'éolien, mais qui tend à stagner depuis quelques années. Et c'est probablement là aussi un des leviers d'évolution. Euh, et donc, si on regarde point par point, donc filière par filière, notamment ici avec l'éolien terrestre, donc je vais mettre de côté pour cette année encore l'éolien en mer, parce qu'il y a des projets en préparation, mais qui sont justement en préparation. Donc, nous, on n'a pas encore de données de production qui remontent. Donc, mais ça devrait arriver dans les années à venir. Et si on se focalise sur l'éolien terrestre, on a 21 mégawatts qui ont été raccordés en 2023 pour une puissance installée de 1,7 TWh. Donc ici, la puissance installée, donc c'est des graphiques, je vais vous l'expliquer une fois parce qu'on va reprendre ces graphiques. C'est un double graphique qui reprend donc en couleur la ligne, c'est la production. Donc la ligne bleu foncé ici, c'est la production annuelle de l'Occitanie provenant de l'éolien terrestre. Les barres bleues, ce sont les capacités installées, donc qui sont à une autre échelle. C'est l'axe sur la droite, mais on les a superposées parce qu'il y a mécaniquement, il y a forcément une corrélation entre la capacité installée et la production réalisée. Donc on les a plus ou moins alignés, mais c'est vraiment pour pouvoir avoir une idée se faire une idée de cette évolution, parce que quand on a de l'action publique, c'est sur la capacité installée. La production, elle va être aussi dépendante du climat, de l'ensoleillement, du vent, etc. Donc il peut y avoir des variations. On le verra notamment sur l'hydraulique. Euh, mais donc ici, on a une capacité installée qui tend à stagner un peu depuis 3-4 ans, et la production qui mécaniquement en fait de même. En gris derrière, on a la même chose, donc la capacité installée en barre et la production imaginée sur la courbe, mais cette fois pour la trajectoire REPOS, donc qui était l'objectif et qui est toujours l'objectif de la région en termes d'installation et de production d'énergie. Donc, comme on l'a vu ici, on est sur un léger décrochage sur les 5-6 dernières années. Euh, donc ça, c'était pour l'éolien terrestre. Pour le photovoltaïque, on est sur une dynamique très différente, qui n'est pas
extrêmement lisible sur ce graphe, mais qu'on imagine facilement. Donc on a plus 479 mégawatts de raccordés en 2023, une puissance installée au total de 3,6 terawatts et une production en 2023 de 4 terawattheures. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a eu un décrochage sur 2017-2021 qui ressemble un peu à ce qui s'est passé dans la diapo précédente sur l'éolien. En revanche, il y a une dynamique qui est renouvelée depuis 2022 et on voit qu'en 2022-2023, on est en train de rattraper la trajectoire REPOS. Et en fait, si on fait une interpolation assez standard, on se rend compte que d'ici entre 2026 et 2029, on devrait avoir rattrapé et donc potentiellement ensuite dépassé, si on continue à accélérer de la même façon, la trajectoire REPOS. Donc il semble qu'il y ait vraiment une vraie bonne dynamique de progression pour le photovoltaïque. Pour l'hydroélectricité, c'est un cas vraiment à part parce que donc les capacités installées sont relativement déjà là et relativement stables depuis longtemps, notamment depuis que on peut le regarder ici, donc depuis 2008. Donc on le voit ici, c'est les barres en bleu clair. Donc il y a à la fois cette capacité installée qui est assez puissante, hein, de 12, de 12 de 5000 terawatts. Euh, et qui permet une production qui est relativement importante, donc en 2023 de 7,5 TWh, mais qui par contre est très variable selon les années et donc notamment selon beaucoup de paramètres, dont l'influence du climat. Donc ça crée une grande variabilité et donc c'est difficile aussi d'estimer quelle sera la production de l'hydroélectrique sur le long terme. Donc c'est vraiment une énergie qui est déjà là, mais qui est dure à estimer sur le long terme. On va maintenant passer à la chaleur. Donc, du côté de ce secteur, on est principalement sur de la chaleur produite grâce à la biomasse et notamment au bois énergie qui correspond, donc le bois et biomasse sont plus de 65% de la chaleur renouvelable générée et le bois là-dedans correspond aux deux tiers. On voit ici aussi un aspect important sur la droite, c'est les pompes à chaleur qui sont en plein développement. Et donc ça, donc, dans les calculs de l'Orceo, les pompes à chaleur, donc elles génèrent de la chaleur et donc elles rentrent dans les comptes de chaleur renouvelable. Et on voit ici maintenant qu'elles prennent une part très importante dans cette production, presque un tiers à l'heure actuelle. Donc on a pas mal, là je ne vais pas rentrer dans le détail des graphiques, je vous invite encore une fois à vous plonger dans les données de l'Orceo pour avoir plus de détails. Mais on voit que le bois énergie avait des trajectoires qui étaient plutôt stables, voire légèrement descendantes sur le long terme jusqu'à 2050 ici pour la trajectoire REPOS. Les packs individuels, il y avait une ambition, donc on le voit ici en bleu sur la gauche, il y avait une certaine ambition, mais qui est largement dépassée parce que il y a eu pas mal de changements dans l'intention politique là-dessus, qui ont fait que les packs sont plus populaires que ce qui était envisagé au départ et plus développés. Et surtout, en fait, il y a aussi des particularités de calcul par rapport à l'aérothermie, justement, qui font qu'on est légèrement au-dessus de la trajectoire REPOS. Le solaire thermique, alors c'est quelque chose que on mesure pas encore aussi bien qu'on le voudrait à l'Orceo, mais c'est un de nos chantiers et on essaye d'améliorer ça. Mais en tout cas, c'est en sensible évolution, mais encore légèrement en deçà de la trajectoire REPOS. Et on va terminer rapidement par le biogaz. Donc sur la trajectoire biogaz, donc on reprend la pile de trajectoire REPOS. Donc on est sur une production qui est à 6%. Donc là, c'est en combinant biogaz, biométhane, donc incluant le biométhane et la production d'hydrogène. On est à 6% de l'objectif régional, alors qu'on aurait dû, selon les estimations et les prévisions, être à 17%. Donc là, il y a aussi un léger retard à rattraper. Si on rentre plus précisément dans le biogaz, on voit qu'il y a encore une majorité des unités
de biogaz, donc qui, en général, on les divise en trois. C'est la cogénération, donc de chaleur et d'électricité. L'injection, c'est on génère directement du gaz injecté sur le réseau directement, et la production de chaleur. Donc, on était jusqu'ici et on est toujours à une majorité d'unités qui font de la cogénération, et la majorité des unités en général qui sont évidemment de l'agricole individuel et collectif. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la trajectoire de la filière est en train de largement changer, du fait notamment de prix d'achat en injection qu'on changé, mais qui font que donc on a ici en bleu justement la cogénération. Donc on voit qu'il stagne plutôt depuis 2018-2019. On a en jaune la production de chaleur qui, elle aussi, est relativement stable depuis plusieurs années. Et par contre, on a l'injection qui est en train d'exploser et qui est en train de prendre la majorité de la production, en fait, de biogaz. Et c'est quelque chose qui va sûrement continuer à se développer parce que vu cette dynamique, l'injection devrait prendre de plus en plus de place et il est même envisageable que des unités de cogénération soient transformées en unités de pure injection. Donc c'est vraiment l'avenir de la filière est vraiment plus du côté de l'injection à l'heure actuelle. Et donc voilà, pour illustrer, parce que je ne l'avais pas fait dans le graphe d'avant, par rapport à la trajectoire REPOS aussi, on voit qu'on est ici aussi, donc si on regarde l'injection, donc on peut se focaliser ici sur les barres rouges et la ligne bleue. Donc on voit qu'on est légèrement en deçà de ce qui était prévu au départ, mais qu'il y a une trajectoire qui est quand même vraiment en train de rattraper tout ça, et que le biogaz en injection est plutôt un élément très vivant en Occitanie. Donc c'était voilà, une très rapide vue d'ensemble, un peu photo aérienne de ce que vous pouvez trouver dans la plaquette régionale et au sein des données de l'Orcéo. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on travaille à la fois, donc là, c'était notre en surface au niveau régional, mais en fait, on décline ces analyses à tous les niveaux jusqu'au niveau communal. Et donc, il y a des analyses qui peuvent être accessibles au niveau infrarégional. Et donc, les moyens pour vous d'obtenir ces données, c'est soit de nous les demander. Donc, on peut vous fournir des profils énergie-climat de vos territoires, donc à l'échelle intercommunale, etc. En nous écrivant tout simplement à l'adresse mail orceo@tarec-occitanie.fr. Et un autre moyen d'accéder aux données, c'est d'y accéder via donc l'application Terristory Occitanie. Et donc, euh, j'y reviendrai plus tard, mais d'abord sur les profils énergie-climat. Donc, c'est à la fois des profils énergie et depuis quelques années, on intègre des volets climatiques. Donc, la vocation de l'Orcéo, c'est pas de fournir une analyse climatique détaillée et exhaustive. Au contraire, c'est vraiment d'être une porte d'entrée pour les territoires qui leur permettent d'avoir des prises de conscience et les premiers leviers d'action et le déclenchement de ces premiers leviers d'action à leur niveau. Et donc, dans ces volets climatiques, on a déjà donc l'observation, on va dire, standard du climat sur les températures, etc. On a déjà déployé des volets sur les aléas climatiques et ses effets sur l'agriculture, sur les milieux montagnards et les risques naturels en général. Depuis 2025, dans les profils, vous avez aussi maintenant un volet sur la ressource en eau pour votre territoire. Et on est donc dans notre feuille de route. On travaille cette année précisément et avec en priorité sur les données littorales et les aléas climatiques et leurs effets sur le littoral. Et dans notre feuille de route pour cette année et les années suivantes, on travaille aussi sur les aléas climatiques, sur la santé et la biodiversité. Je vous invite à nous contacter si vous voulez voir ces profils énergie-climat pour votre territoire. Et sinon, à y accéder via Terristory Occitanie.
Donc, il y a vraiment un outil pour définir et piloter votre trajectoire de transition. Donc, c'est vraiment un outil où vous pouvez à la fois explorer les indicateurs, notamment beaucoup des données, comme je viens de vous les présenter aujourd'hui, mais il y a beaucoup plus à faire dans Terristory. Il y a des cartographies des équipements, la consultation et la création de tableaux de bord de vos territoires, des analyses territoriales que vous pouvez aussi faire de façon très fine, et même aller jusqu'à mettre en place et tester des stratégies territoriales et des plans d'action. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et si vous voulez être formé à l'utilisation de cette plateforme, vous pouvez aller sur le site de la REC, à la page agenda, pour vous inscrire à ces formations. Et pour information, les prochaines sont le 1er avril et le 8 avril. C'est des formations à distance qui sont faites par des personnels de la REC. Et j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça a répondu à vos attentes.